Bonjour, et maintenant je vais traiter la deuxième partie du sujet de l'examen national 2012, filière sciences physiques, session normale bien sûr. J'avais déjà traité la première partie, on a vu ensemble la solution à un exercice de chimie concernant les piles, et plus exactement une pile cuivre-zinc, et le deuxième exercice c'était la datation par l'uranium plomb. Je vais laisser le lien de cette partie en description et en même temps le lien du sujet de l'examen. Maintenant, on va voir deux exercices. Le premier exercice concerne l'électricité. Il s'agit de l'étude de l'influence d'une résistance sur les oscillations libres d'un circuit et il est constitué de deux parties. Le deuxième exercice sera consacré à la mécanique et plus exactement la chute d'une bille dans un liquide visqueux. Donc le premier exercice est constitué de deux parties. La première partie, la première question est de recopier ce schéma dans vos copies et préciser les tensions aux bornes de la bobine UB et aux bornes du conducteur ohmique UR en convention récepteur. Bon, donc tout d'abord, on va représenter le sens du courant électrique. Donc c'est un générateur de tension continue. Alors voilà le sens du courant. Donc c'est le pôle positif et là le pôle négatif. Et on sait que le courant sort toujours du pôle positif de générateur. Donc voilà le sens du courant I. Donc pour que B, la tension UB soit représentée en convention récepteur, alors le sens du courant doit être opposé au sens de la flèche qui représente la tension électrique. Ok, donc le sens de cette tension, ou bien la flèche qui représente cette tension aura ce sens-là. Alors là, on a la tension UB. Et en même temps, donc ce conducteur ohmique est considéré récepteur. Alors voilà le sens de la tension UR. La première partie de la question 2, il vous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant électrique. Donc 2, 1. Alors on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Ça veut dire que UR, alors on a UR plus UL ou bien UB égale à E. Bon, UR, puisque cette tension est appliquée au bord d'un conducteur ohmique, donc il obéit à la loi d'Ohm. Ça veut dire que UR est proportionnel à l'intensité du courant électrique et le coefficient de proportionnalité c'est R. Donc R fois I. Et UB, alors c'est une bobine réelle, ça veut dire qu'il possède une résistance interne. Donc la tension au bord de la bobine, c'est L fois DI sur DT. L, c'est l'inductance de la bobine, plus RI. Donc R, c'est la résistance interne de la bobine. Donc on doit écrire ça. Bon, donc on va substituer les deux tensions par leurs expressions et on trouve, bon, je factorise ici par I et en même temps par L. Donc on trouve que DI sur DT égale à plus R plus grand R sur L égale à E point I égale à E sur L. Et on pose R total égale à grand R plus petit r et on obtient finalement l'équation différentielle. L'équation différentielle DI sur DT plus R total sur L égale à E sur L. Bon, la deuxième question, la solution à cette équation a une forme générale comme suite. Alors donc la question 2, on a I de t égale à A facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Et on vous demande de trouver les expressions de A et tau qui sont des constantes en fonction des paramètres du circuit qui sont L, petit r, grand R et E. Bon, donc puisque cette solution est une solution ou bien cette fonction est une solution de l'équation différentielle, donc elle doit
vérifier l'équation différentielle. Commençons par dériver l'intensité du courant électrique. Ça veut dire que dI sur dt égale A. Donc la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins E fois T sur tau, ça va donner plus 1 sur tau exponentielle de T sur tau. Et du coup, je trouve la dérivée de l'intensité de I par rapport au temps égale à A exponentielle, pardon, A sur tau exponentielle de moins T sur tau. Revenons à l'équation différentielle. Donc, que je vais noter par 1. Ok, donc 1 implique, on va substituer, voilà donc la dérivée de l'intensité par rapport au temps, et voilà ici, normalement, j'ai oublié I, voilà I. Et I par leurs expressions, et on trouve finalement que, alors là, on a ce membre-là, il dépend du temps, et ce deuxième membre est indépendant du temps. Donc je vais ici rassembler les termes qui dépendent du temps et je factorise par A exponentielle moins T sur tau. Alors ces deux membres, alors puisque E sur L est une constante, donc ce membre doit être indépendant du temps. Et puisqu'ici on a une fonction temporelle, ça veut dire qu'il dépend du temps, alors il ne peut pas être nul sauf lorsque T tend vers l'infini. Donc la seule solution est que ce terme-là, ou bien ce facteur-là doit être nul, ça veut dire 1 sur tau moins RT sur L égale à 0, et RT sur LA égale à E sur L. Donc je simplifie par L et je trouve RTA égale à E. Ainsi donc, on va trouver les expressions de ces deux constantes. Donc tau égale à L sur RT, donc c'est la constante du temps, et A sera égal à E sur RT. Donc voilà les expressions des deux constantes qu'on a ici. La question de 3, on vous demande de déterminer R et L. Bien sûr, on va exploiter pour trouver la réponse cette représentation graphique de l'intensité de I en fonction du temps. Alors, vous voyez que on a ici deux régimes, le régime permanent et le régime transitoire. Le régime transitoire, I varie, mais le régime permanent, la valeur de I devient constante. Et on voit sur la courbe que la valeur de I max, ça veut dire la valeur qu'atteint l'intensité de courant électrique lorsque T est suffisamment grand, ça veut dire supérieur à 5 millisecondes, I max. Donc là, on voit dans l'expression de I de T, donc ici je vais écrire l'expression de I de T donc égale à, on a trouvé que A égale à E sur RT, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Et sur cette fonction, donc lorsque T tend vers l'infini, ça veut dire le régime permanent, on trouve que I égale à E sur RT. Et graphiquement, I max égale à 120 milliampères. Et donc I max égale à E sur RT, donc d'après cette l'expression de l'intensité de courant électrique. Donc ça veut dire que la résistance totale du circuit égale à E sur I max. Et on a trouvé que, on a posé que RT égale à la résistance du conducteur ohmique plus la résistance interne de la bobine. Donc ainsi, donc R plus petit r égale à E sur I max. Et du coup, on trouve que petit r égale à E sur I max moins petit r. Pardon, moins grand r. Donc voilà l'expression en faisant une application numérique. Donc on trouve que petit r égale. Cherchons maintenant tau. Alors on a l'expression de tau égale à L sur R total. Donc pour
trouver taux, donc on se base sur, ou bien on exploite cette représentation. Là, on vous donne en rouge la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, donc on va noter cette tangente par yt. Et on sait que la tangente à la courbe à t égale à 0 coupe l'asymptote, ok, à la courbe à t égale à taux. Et d'après la courbe, on trouve que taux égale à 1 millisecondes. Donc, on peut montrer ça facilement, ok. Donc, il n'est pas demandé, mais vous devez savoir comment on montre que y de t à l'instant t égale à taux égale à I max. C'est très facile. L'équation de y t égale à une constante que je vais noter par exemple le petit a fois t. Et pour trouver a, donc a c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente. Et on le trouve en dérivant l'intensité du courant électrique à l'instant t et on prend cette dérivée à l'instant t égale à 0. Donc a égale à di sur dt à l'instant t égale à 0. Donc ça va donner, alors la dérivée, on a déjà trouvé la dérivée, c'est a, donc c'est e sur rt fois taux exponentielle 0, ça veut dire exponentielle moins t sur taux, et on prend t égale à 0, donc voilà l'expression de la tangente. Ainsi, donc yt de t égale à a, c'est e sur taux fois rt fois t. Bon, lorsqu'on prend yt de taux, ici donc je remplace par taux, donc je simplifie et je trouve égal à e sur rt. Alors graphiquement, taux égale à 1 milliseconde. Et puisqu'on a taux égal à L sur rt, et on a d'après 1 ou bien 2, d'après 2, taux ou bien L égale à taux fois RT. Application numérique. Donc on a la résistance totale, c'est 100 ohms. Donc multiplié par 10 à la puissance moins 3, ça va donner L égale à 0,1 Henry, ça veut dire 100 milli-Henry. Passons à la partie 2 de l'exercice. La première question de cette deuxième partie est d'établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur. Donc, pour répondre à la question, je dois tout d'abord représenter par des flèches les tensions au bord du condensateur et au bord de la bobine. En convention récepteur, on commence par représenter le sens du courant, supposons que le courant circule dans ce sens. Alors, dans ce cas, la tension UC est représentée par cette flèche qui est dirigée vers le bas, UC, tandis que la tension au bord de la bobine sera représentée par la flèche qui est dirigée en haut, UB. Donc, d'après l'additivité de tension, on a UB plus UC égale à 0. Donc, exprimons UB et UC en fonction de la charge du condensateur. Commençons par UB. Alors, UB égale, d'après la loi d'Ohm, égale à L dI sur dt plus petit r fois I. Et on sait que I, c'est la dérivée de la charge Q du condensateur par rapport au temps. Et du coup, donc, on va trouver que UB sera égal à L, donc, la dérivée seconde de Q par rapport à dt au carré, plus R, alors I c'est dQ sur dt. Et UC, donc égal à Q sur C. D'où, alors donc UB, je la remplace, ou bien je la substitue en fonction de Q, ça va donner L d carré Q sur dt au carré, plus R
dq sur dt plus donc q sur c. Q sur c égale à 0. Bon, on peut factoriser par L et on trouve finalement d carré q sur dt au carré plus R sur L dq sur dt plus q sur LC égale à 0. Alors voilà donc l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur. Et vous voyez que c'est une équation de second degré. Et puisqu'on a ici la dérivée première de la charge Q, ça veut dire que le régime est amorti. Donc, bien sûr, puisqu'il y a l'existence d'une résistance R. Bon, la question 2, vous devez préciser parmi ces deux courbes, la courbe A et la courbe B, celle qui représente l'énergie emmagasinée dans la bobine. Bon, donc je vais tout d'abord exprimer ces énergies en fonction de la tension pour le condensateur et du courant électrique pour la bobine. On a EL égale à 1 demi LI au carré et EC égale à 1 demi UC 1 demi C fois UC au carré. Bon, à T égale à 0, le condensateur est totalement chargé, ça veut dire que UC égale à sa valeur maximale. Donc EC égale à EC max. Et EL, alors, puisqu'on n'a pas encore établissement du courant, parce que à t égale à 0, le courant est nul. Ça veut dire que L égale à 0. Et d'après les représentations graphiques, on remarque qu'à t égale à 0, on a la courbe rouge part de la valeur maximale. Okay. Donc, évidemment, A représente l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur. Et par conséquent, la courbe B représente l'énergie emmagasinée dans la bobine. Bon, pour la question 3, on désigne par ET, c'est l'énergie totale qui est la somme de l'énergie emmagasinée dans la bobine et celle emmagasinée dans le condensateur. Donc, ET égale à EC plus EL. Donc, on vous demande d'exprimer l'énergie totale en fonction de quoi? En fonction de la charge Q du condensateur. Donc, on a EC qui est égal à 1 demi C UC au carré. Donc, égal. Et on a UC égal à la charge du condensateur divisé par C. Donc, on trouve finalement que EC égale à 1 sur 2C fois Q au carré. Voilà l'expression de EC. Alors pour EL, donc égal à 1 demi LI au carré, et I égale à DQ sur DT, donc ça va donner EL égale à 1 demi L DQ sur DT, le tout au carré. Ainsi, ET, qui est la somme des ceux d'énergie, sera égal à 1 demi L DQ sur DT, le tout au carré, plus 1 sur 2C fois Q au carré. Bon, la question 3.2, on doit montrer que l'énergie totale emmagasinée dans le circuit décroît selon cette relation. DET égale à moins RI au carré DT. Bon, là, donc, on a l'expression de ET, on va dériver ET et on doit montrer que cette dérivée est décroissante. Donc, si elle est décroissante, ça veut dire que l'énergie totale décroît. Et bien sûr, on va trouver que l'énergie est décroissante du fait de l'existence de la résistance interne de la bobine. Donc, D de ET sur DT égale à la dérivée de ce terme. Alors, on a la dérivée de DQ sur DT au carré, ça va donner 2 DQ sur DT fois D carré Q sur DT au carré.
et 2 sur 2, ça va donner 1. Donc, il reste L dQ sur dt fois d carré Q sur dt au carré, plus la dérivée de Q au carré, c'est 2 fois Q fois dQ sur dt. 2 sur 2, ça va donner 1. Il reste donc 1 sur C fois dQ sur dt fois Q. Donc, je factorise par dQ sur dt. Ça va donner donc dQ sur dt, facteur de L d carré Q sur dt au carré, plus 1 sur C Q. Et donc, on doit revenir à l'équation différentielle que j'ai gardée ici. Ok, donc je vais noter par, c'est pas moi, 3, l'équation 3. Ok, donc l'équation différentielle 3 implique que, donc ici j'ai cette, voilà, L d carré Q sur dt carré plus 1 sur CQ. Donc là, je vais, donc ici j'ai L, donc je vais multiplier par L, ok, et je trouve L d carré Q sur dt plus, alors Q fois L, il reste Q sur C, plus donc L fois R sur L, ça va donner R. Je ramène ce terme ici et ça va donner moins R dQ sur dt, qui est égal à moins R I. Ok? Donc, vous voyez ici que ce terme-là n'est autre que moins R fois I. Ainsi, donc ici, je vais noter par 4. Alors, 4 implique que dE sur dt égale. Alors, dQ sur dt, c'est I, ok? Et I fois ici au carré, donc je trouve moins R I au carré. Donc, c'est la dérivée de l'énergie totale ici par rapport au temps qui est négative. Alors, on déduit que cette énergie décroît et on trouve la relation demandée. Donc, d'où DET égale à moins RI au carré DT. Voilà la relation demandée. Donc, on doit montrer que DET décroît. Ça veut dire que la variation infinitésimale de l'énergie totale, donc la variation pendant un intervalle de temps très court qui est dt, est décroissante. Alors, au cours du temps, bien sûr, dt sera positif, ok? Alors, on a dt est positif, donc implique que DET sera négatif, ok? Parce que R est positif et au carré est positif, donc DET est négatif. Donc la variation de l'énergie totale est négative. Ça veut dire que l'énergie décroît au cours du temps. La deuxième partie de cette question, expliquer la cause de cette décroissance. Bon, on voit ici que cette variation de l'énergie totale est égale à quoi? Égale à l'opposé de la variation de l'énergie dissipée dans la résistance par effet Joule. Donc, à chaque instant, le conducteur ohmique transforme l'énergie emmagasinée dans le circuit en énergie thermique par effet Joule.